Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. L'heure, c'est l'heure. C'est encore un bonheur de vous retrouver sur Cam10 Télévision, la télévision républicaine, dans le cadre de votre émission C'est l'heure. Nous aurons encore l'opportunité aujourd'hui de parler des sujets qui font l'actualité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Il est question de s'intéresser encore à la vente des whisky dans le maillot d'Anaï. Le préfet a décidé d'interdire la vente des whisky en sachet dans la rue. Pour lui, ce sont des produits qui remettent en question la santé des Camerounais. Et bien entendu, on a envie de se demander si c'est un exemple à suivre lorsque l'on sait que le retrait de ces whisky en sachet sur le marché commercial au Cameroun semble faire beaucoup de problèmes. On parlera également de l'import-substitution. On le sait, la vie chère est devenue un véritable problème au Cameroun. Les uns et les autres ont du mal à trouver des solutions et on se demande si finalement c'est pas la solution. Quels sont les enjeux que représente véritablement l'import-export dans l'avenir du Cameroun? On va essayer de rentrer en profondeur dans ce projet véritablement pilier du développement économique du Cameroun dans les années à venir. Où est-ce qu'on en est exactement? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on peut réussir avec? On se posera toutes les questions importantes ce soir et avec notre panel, on apportera des éléments de réponse. C'est un bonheur de vous retrouver. Installez-vous confortablement devant le petit écran. Juste le temps d'un détour, on dit bonsoir au panel. Le code d'accès reste et demeure le même, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous êtes bel et bien connectés à nous et du mieux que nous pourrons, nous rendrons solennel toutes vos réactions. Je tiens quand même à le rappeler, pour vous qui êtes hors de nos frontières, le 237 c'est l'indice du Cameroun. Donc utilisez-le à bon escient et en le mettant devant le numéro bien sûr que vous avez devant le petit écran. Et de ce côté, nous utiliserons bien entendu vos messages pour permettre aux uns et aux autres de savoir ce que vous pensez, vous qui nous regardez depuis le petit écran au Cameroun et même hors de nos frontières. Une fois que je l'ai dit, Émile Messi, bonsoir. On le rappelle pour les téléspectateurs, vous êtes la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau et c'est toujours un plaisir de vous avoir avec la couleur du soleil. J'ai pas envie de rentrer dans mon imagination, mais je me contrôle. Bonne année. Bonne année, Rosélie Bussalé. Bonne année aux panélistes. Bonne année à tous les millions de téléspectateurs de Cam10 TV et de cette émission. C'est l'heure. Il faut bien dire que c'est mon combat comme ça depuis le début d'année. Justement. Presque un retour dans les médias. Et je suis content d'être là. Vous avez d'ailleurs reçu l'espoir à me faire revenir. Ah bon? Ah oui. Vous ne vouliez plus revenir alors que nous sommes en 2025, ça boue partout. Parfois, il faut se ressourcer, observer aussi. Hein. Oui. Il ne faut pas souvent s'emballer de peur de se retrouver dans un mauvais camp. Parfois, surtout qu'il y aura beaucoup de camps en 2025. Il faut avoir un peu de recul et bien observer. Clair. Donc, je suis content d'être là. Vous avez réussi quand même à bien observer? L'observation continue, mais j'observe toujours. On voit un peu plus clair et je crois qu'avec le temps, on ne sera pas dans l'erreur. Et je vous sais très futé sur ce coup. Merci d'être avec nous ce soir. Lionel Kungaba est également avec nous. Il va porter la bannière du Social Democratic Front sur ce plateau. Il est également membre du NEC. Et lorsque l'on sait le rôle du NEC dans le STF, on a envie de comprendre l'importance de Lionel Kungaba sur ce plateau. Bonsoir, bonne année et bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir à mon très cher grand frère Émile Messi, bonsoir à mes autres copanélistes que je ne vais pas vous ravir la vedette de les présenter, bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir à toute l'équipe de Cam10 Télévision, bonne année, mes meilleurs voeux et mes voeux de plus sincères de réussite pour l'année 2025 qui est une année décisive, non seulement pour les partis politiques mais aussi pour les médias. Vous savez, les médias sérieux doivent se démarquer cette année, doivent montrer sur la place publique quelle est leur objectivité, leur impartialité et connaissant la personne ou ceux dont j'ai en face de moi à Cam10, je vous fais confiance et je pense que nous allons cheminer ensemble pour 2025. C'est pas mon ami Émile qui me démentira à ce sujet. Je voudrais remercier
déjà le Tout-Puissant nous aurait permis de voir 2025 et rappeler aux Camerounais qu'ils doivent aller s'inscrire. S'inscrire parce que on n'est pas sûr de se retrouver à la date habituelle pour les inscriptions. On a jusqu'à fin juin probablement pour pouvoir s'inscrire. Donc c'est peu. Il faut bien qu'ils aillent s'inscrire. Il ne faut pas traîner le pas. Il ne faut pas traîner le pas. J'en parlais d'ailleurs hier de ces inscriptions sur les listes électorales sur ce plateau pour dire que l'objectif d'élection Cameroun, c'était 8 millions d'inscrits. Mais nous, on élève le niveau à 10 millions au moins d'inscrits pour être sûr que le jeu électoral se fera correctement. Ça, c'est clair. Si, voilà. Si tous les partis jouent leur partition, ça veut dire les médias, la société civile et bien les partis politiques, on va se retrouver même à plus de 15 millions. Parce que s'il y a aujourd'hui une abstention sur la chose politique au Cameroun, il faut bien que les acteurs que nous sommes puissent les encourager, puissent les donner une raison pour aller s'inscrire et participer à ce jeu démocratique. Bien entendu, c'est tout le bonheur qu'on se souhaite au Cameroun. Franklin Sambou est avec nous également. C'est la société civile puisqu'il est en Sillon. Et c'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau, toujours très élégant. J'ai envie de dire, j'arrache votre broche. Bienvenue. Merci Rosalie, bonne année. Le plaisir est le mien de retrouver ce plateau pour la première fois en 2025. C'est l'occasion pour moi de souhaiter mes vœux les meilleurs à toute l'équipe dirigeante de Camdis Télévision, sans oublier principalement Rosalie. Rosalie, j'adresse comme ça un bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir particulier à Émile Messi, qui a le bonsoir de l'une de ses voisines de la cité universitaire, Madame Bono, épouse Nobim et Marguerite. Elle m'a transmis le bonsoir, que vous étiez voisins à la cité universitaire. Ils étaient seulement Je me rappelle très bien de Madame Bono. Madame Bono. Elle est censeur au lycée de Mbelo-Simalen. D'ailleurs, mon censeur d'attache. Bonsoir Madame Bono. Je crois que je verrai son contact après l'émission. Oui, après l'émission. Un voisinage très Oui, madame. Il faut voir la rapidité avec laquelle Émile le dit. Non, j'aurais besoin de son message. Non, je le manquerai puisque c'est elle qui a demandé que je le fasse. Non, il n'y a pas de souci, monsieur Émile. Non, c'était Margot. Très, très dynamique. Voilà. J'ai deviné. Donc, un bonsoir comme ça, en passant également à ces enseignants du lycée de Mbelo-Simalen où Madame Bono est censeur. Et bonsoir d'ailleurs à toute la communauté éducative, à toute notre communauté éducative, qui l'année 2025 pour elle est une année de beaucoup d'attentes. Peut-être Émile Messi tout à l'heure nous dira des choses dans ce sens. C'est la voix du RDPC. Je vois que vous avez beaucoup d'attentes sur Émile Messi ce soir. La voix du RDPC. Et je ne manquerai sans dire bonsoir à bonne année à toute la grande famille Bachingou du Cameroun, sans oublier son illustre roi, Sa Majesté Nana André Flaubert. Merci Rosalie de m'avoir invité une fois de plus. Merci d'être là. J'ai gardé le meilleur ce soir pour la fin. Vous savez, j'aime avoir des bons petits plats dans mon plateau. Et chaque fois qu'il peut faire le déplacement de la cité économique d'Ouala, moi j'ai toujours beaucoup de bonheur à l'accueillir à Yaoundé. Et c'est un plaisir de savoir qu'il peut faire ce genre d'effort. On t'a déjà plaqué à l'antenne, c'est comme si je faisais la Surtout qu'il adore ça. C'est comme si je faisais la pub pour t'accueillir. Lui, c'est Raphaël Ndougou. Il nous vient de la cité économique d'Ouala. Et je l'accueille toujours avec beaucoup de bonheur à Yaoundé. Parce qu'il sait, je sais. Merci d'être avec nous encore ce soir, Raphaël Ndougou. Bienvenue à Camdis Télévision, de ce côté de la nouvelle route Omnisport. Tu m'as dit, Rosalie, je vais trouver Camdis. Quel que soit lambda, je vais y arriver. Et contrairement aux autres, tu ne m'as pas appelé. Tu étais arrivé. Donc du coup, je suis heureuse doublement. Merci d'être là. Merci Rosalie pour tout ce que vous avez dit à mon endroit. Je voudrais déjà vous adresser mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de succès, puisque vous avez déjà de succès ici à Camdis, d'amour. Il faut dire à tous les Camerounais qu'on doit aussi souhaiter le pardon à nos compatriotes. Donc je voudrais dire la même chose à l'ensemble des dirigeants de votre télévision Camdis qui montent effectivement
parce que j'ai eu la possibilité de m'asseoir ici sur la même chaise dans une autre émission. Et moi, je vous dis encore félicitations parce que vous montez et vous allez encore monter en 2025. On a envie de dire Amen. Tout à l'heure, Lionel parlait de 2025, effectivement. Vous êtes arrivé à Camdis. Camdis va encore monter parce que tous ici, 4 que vous avez invités, on sait de quoi vous êtes capables. Meilleur vœu à tous les Camerounais pour cette année 2025. Que le Seigneur, que nous prions tous les jours, mais moi, que nos ancêtres continuent à veiller sur nous. Je dis donc bonsoir à la maquilleuse qui nous a rendu un peu. Quand je me regarde là, je suis un peu là, j'ai changé. Merci à l'équipe technique qui permet justement aux téléspectateurs de nous regarder et de nous écouter. Menez demande de mettre par le dos à Vom. Très bien. Qui est donc, mon DT. et parfois on a tendance à oublier ces gens-là sans lesquels on ne peut pas vraiment nous exprimer ici et que nous soyons audibles et visibles à la maison. J'ai beaucoup de joie d'être là ce soir parce que je sais de quoi vous êtes capables. Et je voudrais dire une fois de plus à votre hiérarchie que vous avez fait véritablement un bon casting. Dans le football, on appelle ça, c'est Lionel Messi qui connaît un peu le football. Quand on a fait un contrat, on a signé un contrat fort. Quand il y a le mercato. Donc le promoteur de Camdis a fait un bon mercato. En vous emmenant ici, rassurez-vous, nous sommes fiers d'être là. Et à chaque fois que l'occasion se présentera, je n'hésiterai pas à venir m'asseoir ici pour discuter des affaires de la cité du 237. Ouais. Merci Notre pays. Merci de m'avoir invité. Merci d'être là et sans plus tarder, on va rentrer de plein fouet dans les sujets qui nous interpellent ce soir. Je le disais à l'entame de cette émission, l'import-substitution depuis 2024 est un projet bousculé, avancé et porté par le gouvernement du Cameroun qui envisage véritablement d'en faire un levier pour ce qui est du développement économique et industriel du pays dans les années à venir. Nous sommes en 2025. Il faut dire que c'est l'année de tous les dangers, c'est l'année de toutes les réalisations, c'est l'année de tous les défis. Et on a envie de questionner les enjeux de cette import-substitution qui, jusqu'ici, semble traîner une lourdeur qui ne facilite pas les espoirs des Camerounais. Rosalie, je sais que vous avez votre façon de faire. Lorsque vous avez fini dans la présentation avec quelqu'un, vous lancez avec la même personne. C'est un exercice que ceux qui vous connaissent maîtrisent déjà. Je suis allé tomber dans mes recherches pour comprendre et pour parler aux Camerounais de Fodjomon Kouet. Qu'est-ce qu'il s'agit quand on parle d'import-substitution, c'est quoi? Et j'ai vu là, on m'a dit, c'est une stratégie économique visant à réduire la dépense d'un pays vis-à-vis des produits importés en favorisant la production domestique ou locale de ses biens. Et tout de suite, je me suis posé la question, mais dis donc, quand je suis arrivé ce matin, je suis passé devant le boulevard du 20 mai. Les gens étaient en rang là. Ils attendaient quoi? Ils attendaient d'acheter un sac de riz. Les mamans, les papas. Jusqu'à présent, si nous partons là, on va tout voir le rang. Et au boulevard. Au boulevard. Quand on va dans l'Ombam, quand on va dans le nord, le Grand Nord, et bien d'autres villages dans les autres régions, on a la possibilité de cultiver le riz. Et je suis encore allé plus loin, on nous a dit que parmi les produits que nous importons, effectivement, le riz est à 5% et le blé. Mais les produits qui sont plus devant, c'est 16%, ce sont le carburant et les lubrifiants. Donc, vous comprenez que tout ce qui est importé aujourd'hui, il y a la possibilité de trouver les voies et moyens de produire localement. Et beaucoup de Camerounais n'avaient pas compris lorsqu'on annonce que le FMI a demandé au gouvernement camerounais de ne plus produire, de ne plus subventionner le carburant. Et que l'argent de subvention peut aider à autre chose. Et tout de suite, quand le carburant a augmenté, je ne sais pas, de 10 ou 15 francs, je ne sais plus combien là, j'oublie, les transporteurs ont également augmenté le prix de transport. Comme pour dire que le carburant dont reste ici
comme étant cette matière-là qui peut, effectivement, si on a la possibilité de raffiner chez nous. Également, il y a un moment là où la Sonara avait pris feu et qu'on a dit qu'on devait acheter les machines pour pouvoir raffiner, parce qu'on a dit que notre pétrole est tellement recherché et que ce pétrole est un pétrole lourd et qu'il fallait trouver un moyen de le raffiner ici. J'essaie de citer pêle-mêle comme ça tous ces produits que nous importons pour dire que en réalité, nous avons donc nos armes à la main. Quand vous allez au marché, Rosalie, vous êtes une maman, donc vous allez au marché au quotidien. Je vivais à Yaoundé avant d'aller à Douala. Le bâton de Mayo Ramvo à Talambala, c'est un marché qui accueille cette denrée-là. C'est 100 francs à 150 francs. Si la route qui va de Lama pour mon village assis était un peu entretenue, j'aurais là-bas au moins 2 hectares de manioc et ça me permettrait de non seulement de produire et vendre aux mamans qui transforment en bâton de manioc en couscous, puisque la piste passe facilement, elles pouvaient donc s'approvisionner et ne pas asphyxier les fonctionnaires qui n'ont même pas grand-chose au regard de leur salaire qui a été réduit plusieurs fois malgré les augmentations de 5%, 2 fois aussi, ou 10%, je peux me tromper. Donc, comme pour dire que à un moment donné, quelle est la stratégie que nous-mêmes, au-delà des écrits et au-delà des dires, quelle est la stratégie que, effectivement, le gouvernement, parce que le président de la République fixe le cap, et puis maintenant, il met chacun dans son domaine. Moi, je me réjouis du coup de gueule de DGSN à l'endroit des routes, ou si vous voulez, la route de Yaoundé-Douala. Je suis venu ce matin, ça circule parce qu'on a bouché ces nids de poules, de chameaux, tous les nids que vous connaissez. On a bouché. Souvent, quand quelque chose se passe bien, dans ce sens-là, on est à même de dire que ça se passe bien. On a bouché ces nids-là. Si c'est la même chose pour les autres pistes de collecte, vous imaginez que je viens de vous citer tout à l'heure au boulevard du 20 mai où les gens attendent un sac de riz. Si c'est une subvention que le ministère du Commerce a signée avec, je ne sais pas trop, des hommes d'affaires, on pouvait donc délocaliser en dehors du boulevard. On peut amener en Colbison, on peut aller du côté de Nkouaban, on peut aller du côté de Lembe pour éviter ce rang-là. Donc, il faut que ceux qui sont à l'appareil gouvernemental soient des ministres guerriers. Guerriers pourquoi? Sachant que le Cameroun aujourd'hui ne mange pas sa faim, sachant que le Cameroun a un problème en vérité de survie, ils devraient se mettre ensemble pour éviter qu'au quotidien le président soit pointé du doigt. Pourtant il a donné à chacun la latitude de travailler dans son domaine respectif. Quand je cite la route là, dites-moi, est-ce qu'on a lancé le marché pour fermer ces trous dont on parle? Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est prévu dans ce sens. Vous ne pouvez pas imaginer qu'à ce jour où nous parlons là, nous venons de passer les fêtes. Les parents ont ce qu'on appelle la janviose, comme on appelle au quartier. Et les chefs d'établissement attrapent les, surtout privés, attrapent les parents avec les 3e tranches. Rosalie, vous n'imaginez pas. J'imagine très bien, rassurez-vous, je suis parent. Merci de l'imaginer, vous êtes parent, d'ailleurs. Ce qui veut dire que c'est très difficile pour le Camerounais en ce moment de s'en sortir au regard de tout ce que vous connaissez, la vie chère. Comment on fait? Et je voudrais sortir en pointant aussi le doigt accusateur à nos hommes d'affaires, qui eux aussi sont des précurseurs de cette importation-là. Parce que quand on a eu les soucis, quand il y a eu les soucis entre la Russie et l'Ukraine, on a connu des ruptures de blé et tout, le blé ne revenait plus. On a vu des pays africains où de ces pays-là, on a engagé la culture du blé. Le blé peut pousser partout. Je reviens de Douala là-bas. J'ai vu le blé pousser au port de Douala sur les pavés. Quand il pleut, quand ça tombe là, ça germe. Donc, comme pour dire que nos hommes d'affaires doivent aussi accompagner le gouvernement. Parce que ce sont les producteurs, ce sont les créateurs d'emplois. Si eux, ils restent là à vouloir toujours importer dans le sens de gagner ou alors de faire du bénéfice au lieu de penser à la production,
Parce qu'ils en sont capables. Quand je parle du blé, ils en sont capables. Ils peuvent identifier les bassins où on peut cultiver le blé et effectivement financer pour que qu'on ce blé-là, qu'on produise ce blé-là localement. D'accord. Donc je pense qu'il y a aussi leur responsabilité dans ce sens-là. D'accord. Pour résumer brièvement, ce que je retiens, c'est que les importations sont excessives alors qu'on peut produire sur place ce dont on a besoin. Avec l'exemple du cas du blé, qui reste un véritable problème. Avec, j'ai eu dire que les questions de farine, les farines étaient en voie d'être encouragées au Cameroun, notamment les farines de manioc et tout. C'est un projet qui est très attendu depuis M. Franklin Sambou pour les populations. Il parle également des mauvais états des routes qui n'aident pas à acheminer justement ces produits-là vers les centres-villes pour ceux qui réussissent même à transformer et à vouloir imposer les produits camerounais sur le marché au quotidien. C'est très compliqué parce que les routes ne permettent pas de transporter les aliments et les importateurs sont concentrés à faire entrer des produits qu'à produire à l'intérieur. Les hommes d'affaires, je préfère utiliser l'expression qu'il a utilisée, ne font pas entrer, ne font pas produire au Cameroun, mais passent leur temps à aller importer. Et du coup, pour lui, c'est des véritables blocages au développement de l'import-substitution qui se veut une volonté gouvernementale. À votre avis? Heureusement déjà, Rosalie, que dans le message du chef de l'État à la nation le 31 décembre 2024, il a très bien signalé le mauvais état des routes. Le mauvais état des routes. Heureusement qu'il a également aussi fait des promesses, des annonces. On espère que ces annonces-là seront concrètes. Bon, c'est en 2025. En 2025, on ose croire que tout ce qui est annoncé peut être concret parce que c'est une année électorale. Mais en réalité, l'import-substitution est un facteur qui devrait encourager l'économie nationale. Même si on met de côté les routes, parce que quel que soit le cas, si on se met seulement à se référer au mauvais état de route, c'est qu'il n'y aura même pas économie. Il faut déjà penser des moyens pour encourager la production. Une chose est sûre, c'est produit. Maintenant, avec l'action des pouvoirs publics, on peut résoudre le problème des routes. Si nous prenons l'exemple de la farine de patate, de la farine de manioc, limitons-nous sur le cas de la farine par exemple de patate. En ce moment-ci où le blé est extrêmement cher, ou alors il y a quelque temps c'était vraiment élevé au regard de la crise ukrainienne. Peut-être il y a eu un changement sur le coût, mais la production de la patate devrait être encouragée pour la transformation en farine, parce que quand nous étions jeunes, je me rappelle en 1993, alors je me suis rendu en Mbanga à Kumba, parce qu'à l'époque de Mbanga pour Kumba, c'est le train, la voie ferroviaire, ça existe encore. Les arbres ont poussé sur cette voie. Voilà. De Mbanga pour Kumba, c'était une distance de 29 km. 29 km, nous sommes rendus. À l'époque, le train devait coûter à moins 315 francs. Nous sommes en 1993. 315 francs le train de Mbanga pour Kumba. Sérieux, c'est... Je suis en train de vous dire, 315 francs. Je ne sais pas quelqu'un pourra me le démentir. 1993, Mbanga Kumba, 29 km, le train coûtait 315 francs pour s'y rendre. Et à cette époque-là, dans la ville de Kumba particulièrement, les populations avaient développé leur type de pain, appelons ça le type de pain, au point où ça a pris l'ampleur au Cameroun. On a commencé à appeler pain Kumba. On a commencé à appeler pain Kumba. Et on a appelé pain Kumba parce que ce pain était fait, ou est fait à Kumba, à l'aide de la particularité, à l'aide de la farine de patate. Ça, il faut le rappeler. Il faut le rappeler. À l'aide de la farine de patate, c'était encore peut-être traditionnel, un peu comme les boulangeries. Ça l'est toujours, hein, puisqu'on en a toujours sur nos axes routiers. Oui, traditionnel. Peut-être ce n'est pas autant développé aujourd'hui au regard, mais ce n'est pas maintenant que ça existe. Si on avait depuis 1993 commencé à prôner ou à encourager, à promouvoir l'import-substitution comme aujourd'hui, les Camerounais seraient très avancés aujourd'hui, même pour la production de l'huile, même pour la production
toutes sortes de productions. Donc c'est juste parce que on parle d'une chose où le petit Camerounais, dans des villages aussi reculés, il a dit Fondiomokwet, on dira peut-être Kété, on dira peut-être là-bas Kolofata. Chaque localité a ce qu'il produit localement. Reste à l'État d'encourager ces personnes-là dans la production. Parce qu'en dehors de la patate, voilà le riz. Combien de Camerounais consomment le riz camerounais? Ça, combien de Camerounais consomment le riz camerounais? Le riz de Ndako est extrêmement cher. Oui. Or, en réalité, voilà voilà une production qu'on devrait encourager. Quand nous sommes à Yagua, j'ai eu la chance d'être à Yagua, ou peut-être aujourd'hui le préfet du Mayo Dana Yagua est le siège de la production rizicole au Cameroun. D'ailleurs, c'est là-bas qu'existe la SEMRI, la société d'expansion des modernisations. Et là, non, la SEMRI existe toujours, hein, Rosalie. Même si elle n'a plus ses capacités de production d'antan, mais la production existe toujours, la SEMRI existe toujours. Donc, si on avait développé, aux environs de Yagua là, à Yagua, à Kayele, à Doukoula, à Kalfou, le riz se produit là-bas. Si maintenant on encourageait davantage ici à côté, à l'ouest, en Tonga également produit le riz. Mais quelle quantité pour nourrir quelle population? On regarde la population qui est grandissante. On ne peut plus parler de... Il y a peut-être 15 ans, 20 ans, avec 10 millions, on pouvait nourrir des personnes. Aujourd'hui, avec une population qui avoisine 30 ou plus supérieure à 30 millions, il faut trouver des voies et moyens. Parce que toujours être en train d'importer ce que nous pouvons produire localement, c'est ça même qui rend la vie chère. C'est ça en réalité qui rend la vie chère. Or, dans un de ces messages, il disait tantôt, consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Je crois que c'est toujours un moyen d'encourager l'import-substitution. Voilà mon avis dans ce sens. Lionel Kungaba, besoin de stimuler les productions locales adaptées aux besoins des Camerounais, si je peux résumer ce qu'il a dit ainsi. On a beaucoup de possibilités au Cameroun, mais il faut porter les producteurs, il faut accompagner, et peut-être ce qui manque pour permettre à ceux-là qui ont envie de nourrir les Camerounais d'arriver au niveau industrialisé, parce que je pense que c'est ce que vous souhaitez, parce que ce n'est qu'avec la OU, on ne peut pas atteindre ce niveau, le niveau industrialisé de notre production. Est-ce qu'on peut franchir ce cap lorsque l'on sait d'abord que les problèmes d'électricité, c'est parfois les jeux de lumière? Ah d'accord, c'est ce que vous voulez dire. Je vous introduis. Je voudrais dire aux Camerounais que lorsque le président Biya, avec son gouvernement, ont annoncé cette politique d'impôt-substitution, j'étais l'un des Camerounais qui a encouragé et qui a mis à l'international chercher des partenaires pour venir investir sur place. Oui. Déjà, j'ai un projet sous la main. Depuis 3 ans, j'ai fait une demande pour l'octroi du terrain de 1000 hectares pour la phase pilote de ce projet. Jusqu'ici, je n'ai jamais eu de réponse. Vous ne pouvez pas parler d'impôt-substitution dans un pays où on a des problèmes de terre. On a des problèmes de terre dans ce pays. Vous ne pouvez pas parler de la production du riz qui est l'aliment qui est le plus consommé au Cameroun après le blé et la farine, sans nous dire où est-ce qu'on peut le faire. Rosalie, je prends 3 endroits. Ndop, dans le nord-ouest, la plaine du Noun à Banunga, à Tonga, et Yagua, dans le nord. Voici les 3 plaines que nous avons au Cameroun qui pouvaient nous produire du riz au point où ça devait nous permettre d'exporter. Vendre aux pays voisins, vendre ne serait-ce que dans la zone CEMAC. Quand vous rentrez dans ces zones-là, vous vous rendez compte qu'il y a eu une politique dans ce sens-là, avant même de penser de l'import-substitution. Parce que vous voyez des grands bâtisses, vous voyez des entrepôts, vous voyez des vieux engins, Caterpillar, tracteurs, sémeuses, récolteuses, tout ça, vous voyez ça sur place. Vous vous posez la question de savoir comment est-ce qu'on a pu dilapider et laisser s'aimer, ou comment est-ce qu'on a pu laisser germer ces caterpillars, ces tracteurs et ces immeubles dans la brousse. On se pose la question de savoir, est-ce qu'on a réfléchi, est-ce que le gouvernement de M. Biya a bien réfléchi pour passer à l'import-substitution? Vous parlez de l'import-substitution alors que nous avons signé un accord de partenariat avec l'Union européenne. Vous savez ça?
L'accord de partenariat qui a été signé avec l'Union européenne dit que l'Union européenne est libre d'importer ses produits au Cameroun à telle condition. Et on vous dit que le La rétro 2024 sur Candice Télévision. Revivez les moments forts de l'année 2024, les actualités majeures qui ont bouleversé le quotidien des citoyens et bougé les lignes au Cameroun. La rétro 2024, c'est en politique, économie, santé, société, sport et diplomatie. Les éditions spéciales de la rétrospective 2024 à suivre en direct du 6 au 11 janvier 2025 dès 21h sur Candice Télévision, la chaîne républicaine. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. L'heure, c'est l'heure. Je suis Rosalie Guesselet. Retrouvez-moi désormais sur Candice Télévision entre 17h et 19h. Ensemble, nous aurons l'opportunité d'éplucher les sujets poignants de l'actualité et bien entendu, ce sera sur la chaîne républicaine. À très vite. Toutes nos excuses pour cette coupure enregistrée, c'est pour des raisons indépendantes de notre volonté, vous le savez. J'aime souvent à le dire, Eneo, c'est notre partenaire également, il faut tenir compte avec Eneo et ces coupures intempestives lorsque vous décidez de faire des émissions. Donc, toutes nos excuses une fois de plus. J'étais avec vous, Monsieur Lionel Kungaba, et vous étiez en train de nous expliquer ce qui justifie aujourd'hui, d'après vous, qu'on ait du mal à faire décoller l'impôt substitution. Alors, je disais que il y a des accords de partenariat économique qui ont été signés, notamment celle avec l'Union européenne et bien d'autres, avec bien d'autres pays qui plombent un peu cette politique qui a été mise sur pied. Une politique qui est une politique à féliciter si elle marche bien, parce que, comme vous le savez, nous avons une terre fertile au Cameroun. Quand vous regardez, quand vous allez tout le long du pays, pour ceux qui ont eu la chance de parcourir, vous verrez que chaque région a sa spécificité et ce type d'aliments ou de produits qui produisent en toutes les saisons. Quand vous prenez par exemple la saison pluvieuse, vous allez à l'ouest, vous allez vous rendre compte que partout là, en bordure de route, vous avez à manger. Vous allez à l'est, c'est la même chose. Mais nous avons un véritable problème qui est le problème de transformation. Si on parle de impôt substitution, et pourtant on ne peut pas déjà produire et transformer, parce que déjà
entre l'usine de transformation qui n'y a même pas assez et la zone de production, il n'y a pas de route. Entre la zone de production et les marchés où il faut écouler les produits, il n'y a pas de route. On n'a pas la bonne qualité d'énergie pour pouvoir transformer en quantité. Je prends des exemples des usines que nous avons installées, que on a eu l'honneur de voir installées dans notre pays. Je prends l'exemple de la SCAN à Fumbote, qui était une usine qui permettait aux riverains du Noun, parce que c'était le bassin de production de tomates, de pouvoir transformer les tomates que nous produisons. Vous verrez avec moi, pour ceux qui sont à Yaoundé, quand vous allez au marché 8e, que pour ceux qui sont à Douala, quand vous allez au marché Sandaga, il y a des Camerounais qui se débrouillent sur eux-mêmes à produire pour pouvoir nourrir le peuple, mais lorsqu'ils parviennent à acheminer ces produits périssables sur le marché et qu'il y a abondance, ces produits se pourrissent et ils sont obligés de les jeter au marché et rentrer. On pense parce qu'ils veulent nous vendre cher. Ce n'est pas parce qu'ils veulent vendre cher, Rosalie. Vous allez voir qu'il y a peut-être 6 mois, la tomate n'a pas dépassé, un cajou de tomate n'a pas dépassé 4 000 francs au Cameroun. À l'époque, moi j'ai fait la tomate, je suis un cultivateur. À l'époque, nous avons eu la chance de vendre un cajou de tomate à 14-15 000 francs au Cameroun. Aussi que l'exportation vers les pays voisins qui ont opté de faire la culture sur serre aujourd'hui et qui importent peu au Cameroun. Je veux parler par exemple du pays voisin Gabon, qui importait beaucoup du Cameroun. Ils ont été arrêtés. Mais nous devons y penser depuis que on ne peut pas être un pays producteur de tomates et on importe la tomate transformée ailleurs. Et pourtant nous avons la matière première ici. Qu'est-ce que ça nous coûte de transformer? Je prends le secteur pétrolier et gazier, qui est un secteur porteur et qui est un secteur fort qui permet à ce qu'il y ait vraiment une bonne substitution de l'importation. Mais on vous dit que ce qui va même vous permettre de faire la substitution est même importé. Vous voyez? Je dis le carburant que nous produisons ici, et on est obligé de l'exporter, raffiner ailleurs et l'importer. Parce qu'il y a des intérêts d'un certain nombre de personnes qu'ils veulent sauvegarder, ils ne veulent pas laisser prise, ils ne veulent pas lâcher prise. Et nous on se dit, combien coûte une raffinerie que le Cameroun ne peut pas s'approprier pour pouvoir raffiner son propre pétrole et permettre à ce que le développement puisse suivre. On a également un pan qui est très important. On passe le temps à subventionner des individus. Je vais vous prendre le secteur du poisson. Un seul individu au Cameroun contrôle le secteur du poisson au Cameroun. Et il est subventionné par l'État. Je vous prends le secteur du riz. Ils sont 2 ou 3 qui sont là. Tout récemment, on les a distribués, je crois que c'était 4 milliards de francs que le gouvernement les a donnés pour subventionner. Juste parce que l'Inde a eu un petit problème et ont décidé d'arrêter l'exportation du riz. Vous avez vu ce qui se passait au Cameroun, c'était la débandade. Partout, on ne pouvait plus trouver du riz. Aujourd'hui, les Camerounais sont obligés d'aller s'aligner. Passer la nuit, à 4 h du matin, vous voyez les Camerounais alignés au boulevard du 20 mai, parce qu'on vend un sac de riz à 15 000. Et on n'est même pas sûr de la qualité du riz, parce que c'est un riz qui n'existait pas sur le marché camerounais. Aujourd'hui, le ministère nous dit, ah, nous on a pu faire si vous... Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas subventionner ce riz pour que le Camerounais qui est à Balignoa puisse avoir accès? Vous voulez que mon grand frère, mon oncle qui est à Balignoa puisse quitter dans le nord-ouest, où il ne parvient même pas à circuler parce que la sécurité ne donne pas, et arriver à Yaoundé pour venir s'aligner et prendre un sac de riz? Mais ce n'est pas normal. Dans un pays où nous avons du sous-sol, le gouvernement camerounais a dépensé énormément d'argent pour les recherches, pour la culture, et quel type de semence de riz peut fonctionner ici avec nous au Cameroun. L'Irak a reçu énormément de subventions, mais on est là, on continue à regarder. Le blé, on nous a dit que le blé ne peut pas pousser au Cameroun. Mensonge, Rosalie. Mensonge. Le blé pousse au nord-ouest. Le blé pousse au nord. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas développer? C'est parce qu'il y a un manque de volonté. On sait aujourd'hui que si on développe et que la production est faite localement, un certain nombre de personnes ne vont plus avoir ces ramifications-là. Pire encore, ceux-là qui importent ne payent pas les impôts. Ils ne payent pas les taxes. On vous dit qu'il y a exonération sur ces produits-là parce que ce sont les produits de première nécessité et que ça doit aider. Ils se font énormément d'argent sur le dos des Camerounais, mais ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas de taxes. On se pose la question, comment est-ce que vous croyez que le gouvernement va pouvoir
aider les Camerounais à passer de l'importation à la production. Il y a autre chose, Rosalie. On ne passe pas, on n'abandonne pas l'importation avec les matières de l'EU. C'est pas possible. Ouais. Il faut mécaniser l'agriculture. Il faut mécaniser l'agriculture. Nous avons vu à Ebolova les tracteurs qui ont été sémés. Les herbes ont poussé. Ça a poussé. Finalement, on ne sait même plus où c'est. C'est sûr que les camarades de mon très cher grand frère, mais si se sont distribués ces tracteurs-là, et on ne les voit plus. Et pourtant, c'était très simple. Vous donnez un seul tracteur dans chaque commune. Nous avons 360 communes au Cameroun. Donnez un seul tracteur dans chaque commune. Vous verrez le résultat que ça va produire en 2-3 ans. Il y a un programme au MINPAT, qui est un programme de soutien aux GIC et aux coopératives. Nous avons vu des coopératives qui ont eu des subventions, qui ont travaillé, mais ils n'ont pas pu sortir ces produits des champs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Vous ne faites pas l'étude de faisabilité avant de donner les subventions. Et ces organisations, ces GIC ou ces coopératives sont obligées d'aller très loin parce qu'il faut chercher un endroit qui est proche de l'eau pour pouvoir desservir votre champ de l'eau, un endroit qui est fertile, une terre qui n'a pas encore été bien utilisée ou qui n'a pas encore été exploitée pour pouvoir avoir la bonne récolte. Mais lorsque les pluies arrivent, ils sont incapables de pouvoir le faire. Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir faire un réseau routier de la zone de production, des bassins de production au marché, aux différentes zones de transformation et au marché? On a des principes. Nous avons vu des individus qui ont pris sur eux de vouloir mettre des hectares et des hectares de projets. Mais pour des intérêts égoïstes, des individus sont allés soulever les populations, instiguer les populations à dire que ces gens-là doivent rentrer dans leur communauté, ces gens-là doivent rentrer dans leur village pour aller faire les champs là-bas. Il n'y a pas de champs. Jusqu'aujourd'hui, les terres qu'ils ont récupérées sont restées néants. Vous voyez à combien le kilo de cacao est monté aujourd'hui. Imaginons si ce monsieur avait mis la semence améliorée, parce que c'était une semence améliorée de cacao, donc on cherchait un bon terrain qui pouvait produire. Mais on n'a pas ça. Vous croyez qu'on va parler d'import-substitution dans un pays où on ne valorise pas la recherche? Vous ne valorisez pas la recherche. On va substituer quoi? On va continuer à faire ce que nous sommes en train de faire là. Vous croyez qu'on va pouvoir nourrir les 30 millions de Camerounais? Non, ce n'est pas possible. Je dis aux Camerounais, si on arrête l'importation aujourd'hui, demain il y a la guerre au Cameroun. Émile Messi, les importations ne peuvent pas s'arrêter, donc du coup l'import-substitution est un tout petit peu en ballottage, bon, je ne vais pas dire très défavorable, mais on dirait bien, parce que si on arrête d'importer, on se met à dos quand même les importateurs qui sont au Cameroun. Si on n'arrête pas d'importer, les producteurs locaux... Si on arrête d'importer, Rosalie, on meurt de famine. On va relativiser, j'ose croire que c'est ce qu'on va faire. Et si on continue d'importer excessivement, on met à mal les producteurs locaux et qui ont besoin dans ce projet d'import-substitution de gagner du terrain et de s'exprimer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je pense que nous n'avons pas à reculer. Nous n'avons pas de chemin. Les autres ont posé des problèmes spécifiques. Je n'irai pas dans ce sens. Mais pour dire que lorsque vous avez inscrit cette thématique, cette réflexion sur la table de débat, c'est parce qu'il est préoccupant. Oui, justement. Import, substitution, les enjeux. Import, substitution, ça veut dire quoi? Le constat est là. Je crois dans les années 85-86, le président actuel avait tiré de l'automne en disant « consommons camerounais ». 87. Voilà. Et c'est toujours lui qui est l'auteur de cette notion, import-substitution. Parce qu'au fil du temps, tout est allé de mal en pis. Et les implications, quoi? Les enjeux, c'est quoi? C'est que nous ne consommons pas ce que nous produisons dans tous les secteurs. On peut le savoir, on peut l'identifier, on peut le voir. Et ça pose déjà le problème même de notre souveraineté. Quel est ce pays qui consomment ce que les autres produisent? Est-ce qu'ils sont vraiment souverains? Chacun peut faire son bilan. Ce que nous portons, ce que nous mangeons, ce que nous... Tous les domaines.
Nous avons du bois ici, mais on continue toujours à importer. Les salons en cuir, je ne sais pas trop quoi, les meubles et tout, et tout, et tout, et tout. Dans tous les domaines, des faux lits, tout ça est importé. Des faux matelas. Et pourtant, on peut trouver tout cela. Les puces. Ouais. Ça donne encore une autre implication. La dépendance économique. Ça veut dire exactement que les petits efforts que nous pouvons faire, c'est les autres qui en profitent. Parce que nos réserves, nos bénéfices que nous appelons le PIB, notre croissance, les fruits de cette croissance vont vers d'autres pays qui, eux, produisent ce que nous consommons. Voilà d'abord les enjeux. C'est que nous sommes dépouillés et en permanence, nous restons dépendants. Conclusion, nous ne sommes pas souverains. C'est pour dire à Kunkaba que le constat qu'il fait alarmant est peut-être là, mais il faut renverser la tendance. Un pays dit souverain, plus de 60 ans après des indépendances, ne peut pas continuer à dépendre des autres pays. Rosalie, quand moi j'étais jeune à l'école primaire, on nous a fait savoir que ce pays était à plus de 80% agricole. Il faut préparer cette transition-là. S'il vous plaît, Kunkaba, répétez. Plus de 80% agricole. Et on nous a parlé de l'autosuffisance alimentaire. Voilà des concepts auxquels on doit faire un procès sans complaisance aujourd'hui. Comment on arrive à importer le riz à 98%, le blé pratiquement à 100%. Ça, il faut le dire. Hein? Vous avez parlé du bâton de manioc là même aujourd'hui. Le bâton de manioc coûte plus cher que du pain à Tanganabrit, notre Tanganabrit. Ça pose un problème. Ouais. Vous avez parlé du poisson. Le poisson qu'on nous-mêmes on fait dans nos petits étangs là coûte encore plus cher. Parce qu'on produit un petit calcul. Écoutez, ça veut donc dire que les pouvoirs publics doivent prendre ce problème à bras le corps. J'étais content lorsque vous aviez parlé de la formation, de l'éducation primaire, au supérieur en passant par le secondaire. Quels sont les programmes de formation dans le domaine de l'agriculture? Moi j'ai fait des recherches, c'est 1%. Ah oui, tout le monde va aller dans les filières pour avoir un emploi salarié, pour faire des choses et tout, et tout, et tout. Qui va dans l'agriculture? Il a parlé de recherche en agriculture. Or, à partir de l'école primaire, nous devons déjà faire ce que nous appelons l'école productive en fonction du milieu. L'enfant doit déjà s'imprégner à l'agriculture, à la terre. TM à l'école primaire. Ça va, Manuel nous permettre quand même. On dit même aujourd'hui que les enfants ne doivent plus toucher à la matière, on ne doit plus faire ceci, tout cela. Tout ça est devenu un vœu. Non, c'est bon, c'était pas ça quand même. Ça veut dire que, Rosalie, le Cameroun aujourd'hui, qui occupe une place stratégique dans l'espace SMAC, en Afrique centrale, vous savez que c'est le Cameroun qui nourrit. Je n'étais pas content qu'elle disait que les autres ne produisent pas. D'ailleurs, la crise, le récent sommet, nous a démontré que c'est grâce à la résilience du Cameroun que nous nous décrions, qui n'est même pas déjà suffisant. Parce que nous avons à produire pour l'Afrique centrale. Oui. Les autres pays ont des problèmes. Pourquoi? Parce que, avec toute la considération, avec tout le respect de ces pays-là, malheureusement, ils sont restés dans la consommation de la nature. C'est-à-dire, comme on disait, les pygmées vivent de la chasse et de la cueillette. C'est-à-dire, Dieu vous a tout donné. Ces pays-là, eux, vivent maintenant des matières premières et du coût de la matière première. Ça fait qu'aujourd'hui, le jour où le pétrole a baissé, il y a crise. Ils ne produisent pas véritablement. Ça veut dire que le Camerounais est appelé à produire pour nourrir, non seulement dans son espace, mais également le voisinage. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons l'impression qu'on peut remplir, alors atteindre ces défis? Je ne pense pas. C'est pour ça que moi j'interpelle les pouvoirs publics à renverser la tendance. Le secteur primaire qui est consacré à l'agriculture ne doit pas se retrouver au dernier plan aujourd'hui au profit du secteur tertiaire, c'est-à-dire l'administration, les services qui occupent maintenant l'espace. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Cette mentalité que nous avons développée, cette mentalité issue de la colonisation, qui pensait qu'il faut avoir une veste, il faut faire ceci pour ceci, oubliant que dans les pays développés, c'est l'agriculture qui occupe
la priorité des secteurs de production. Ouais. Les agriculteurs, c'est les gars qui sont riches. C'est eux qui nourrissent l'économie. C'est eux qui tiennent l'économie. D'où vient-il qu'aujourd'hui, c'est ceux qui sont dans l'appareil administratif, c'est ceux-là même encore avec l'argent de l'État qui passent faire des champs au village. Il y a un problème. L'agriculture de subsistance dont nous parlons, est-ce qu'il faut avoir des rues? Ne peut pas. Ça ne peut pas suffire. Même dans les villages, les gens prennent des riz en stock pour se nourrir. Ils prennent du riz encore pour de réserve. Le petit manioc, le petit macabo qu'on fait au village, c'est nul. C'est juste pour vivre. Et tout le monde ne vit même pas. Si nous prenons l'exemple même pas pour suivre des sociétés brassicoles au Cameroun, Oui. ils utilisent beaucoup plus le maïs. Oui. Ils pressent leur maïs où? on importe. On importe. Mais on a l'impression qu'on produit le maïs au Cameroun. Non. Voilà donc, Rosalie, pour vous faire comprendre qu'il y a des secteurs qui sont là, mais est-ce que le maïs ne produit pas au Cameroun? On a tendance à dire qu'on produit le maïs. Mais pourquoi on ne se souvient pas aux besoins de la brasserie qui peut faire en sorte que même le prix de la bière peut chuter si nous-mêmes nous produisons notre maïs. On va parler tout à l'heure de ces huissiers en sachet là. Voilà les problématiques. Vous savez qu'aujourd'hui la bière même n'est pas sur le marché simplement parce qu'on a mis, j'ai appris qu'on a mis des arrêts sur la bière frelatée et tout. Ça fait qu'aujourd'hui il y a pénurie. Ça fait donc que, à mon avis, je crois que l'import-substitution ne doit plus rester un slogan. Ça doit nous faire prendre conscience qu'un pays ne vit pas aux dépens des autres pays. Et c'est notre économie qui en dépend. Nous vendons du pétrole. Ça peut nous donner de l'argent au lieu d'investir. Mais nous allons encore payer ce que nous allons consommer à l'extérieur. Il y a un problème. S'il est vrai qu'on ne peut pas peut-être maintenant pour les caméras, pour les micros et autres, qu'on ne peut pas les fabriquer sur le plan technologique parce que nous n'en sommes pas encore capables. Mais au moins ce qui entre dans nos bouches, on doit faire un effort. Ce que nous mettons dans notre corps, on peut faire un effort. Ce que nous pouvons utiliser à la maison, comme lit, comme chaise et autres, les cure-dents, je ne sais pas trop quoi, on peut faire un effort de produire tout cela localement. Je pense que c'est l'enjeu aujourd'hui. Vous vouliez rajouter quelque chose? Une minute. Juste deux choses. La première sur les recherches. Il n'y a pas longtemps, les chercheurs ont grévé ici parce que heureusement le président de la République avait ressorti des montants. Il avait amélioré leur situation. Je suis allé pour la première fois à Yabassi de par l'entremise d'un aîné Zalé Jeune il n'y a pas 2 semaines. Il existe là-bas un lycée agricole. Oui, justement. À Yabassi. C'est l'un des rares au Cameroun, d'ailleurs. Ce lycée-là est en bordure de route. Je suis tombé, justement. Et justement, je disais à mon aîné Zalé Jeune que grand frère, comment est-ce que dans chaque département au Cameroun, on n'en construit pas? Pour revenir sur l'exclamation ou la surprise du président en 1987 qu'Émile Messi évoque, il y avait un seul lycée technique, c'était celui de Nkolbison. Il demandait pourquoi les bureaux, les chaises, on importe, alors que nous avons le bois ici. Et depuis ce temps-là, notre gouvernement, à travers les ministres qui se succèdent là, chacun, les Indiens, sans vouloir stigmatiser ce pays-là, mais les Indiens se font beaucoup d'argent ici. Ils amènent leurs histoires là, des trucs dans des cartons, et viennent nous monter. Pourtant, on a cette forêt qui a justement tous ces lycées qu'on connaît. Et que nous pouvons donc effectivement former des menuisiers pour pouvoir fabriquer ces bureaux-là. Allons voir le riz de Yagua. C'est au Niger qu'on le consomme. Lionel l'a dit, il est cher pour nous les Camerounais. Il me semble qu'il n'est pas projet en quantité industrielle, mais si on commençait quand même à consommer cela ici, ça devait nous aider. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Lionel, c'est que Lionel, lui, quand il parle de cette affaire-là, il veut écarter les hommes d'affaires. Il faut dire aux hommes d'affaires que cessez d'être des Bayam Salam. Cessez d'être des Bayam Salam du marché Sandaga, du marché Bopi, et même de Mbonga Tanambala. Soyez des hommes d'affaires capables. Peut-être parce que certains. Il y a combien d'hommes d'affaires dans cette société? Ce sont des blanchisseurs. Non, ce sont des blanchisseurs qui sont là pour travailler pour le compte. Comment est-ce que chez nous, en dehors de Simen Kam qui est français, je crois, vous avez Dangote. Ce n'est pas un Nigérian qui est venu faire la cimenterie à Douala.
Vous croyez que nos hommes d'affaires que nous avons là, ils ne peuvent pas faire des cimenteries? Je peux être d'accord avec vous à ce niveau par rapport au fait que ils veulent qu'on exonère leurs droits et ils ont des affinités avec certains membres du gouvernement. Or, ce sont des producteurs, ils sont des créateurs d'emplois. Vous croyez que... Quel est le gars des hommes d'affaires? Ça dit que le patronat au Cameroun. Quel est le document que le patronat au Cameroun, en 2024, 2023, 2025 qui commence, que le patronat a produit à l'endroit du chef de l'État par rapport à la conjoncture actuelle? Je n'ai pas l'impression que c'est... Oui, mais ça reste juste un slogan. Moi, je pense que au départ, j'ai d'abord dit que l'État doit prendre ses responsabilités. Si nous sommes d'accord. Que ce soit celles les Bayam Salam et autres là. Moi, je vais même parler très loin. Je vous ai parlé tout à l'heure de la préoccupation sur le maïs. Bien sûr, en matière première. Il y a un programme maïs là-bas. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il sert à quoi? Il sert à quoi? Vous donnez du maïs en quantité. Il y a un programme plantain, c'est pas programme plantain. Il y a tout ça là-bas. Où sont les résultats? Nous devons Nous avons eu une usine de production, de transformation de manioc à 100 mm. Oui. Ça nous a fait rêver. Où sont les résultats de cette usine? Ça encore, c'est dans le secteur public. Tout à l'heure, il parlait du pain de la patate. Que ce soit cette Bayam-Salam. Vu qu'en 2011, on a mangé le pain produit par le feu, regretté mémoire, Abel Zonga. Que ce soit dans ces gens-là. Voilà. Il faut une volonté politique aujourd'hui qui doit donc impulser à travers des PME, à travers des petites et moyennes entreprises, à travers des associations, des GIC. On en arrive à donner de l'argent aux gens, et puis ils se le distribuent. Mais il me semble aussi qu'on a donné de l'argent aux gens, on n'a pas contrôlé, on a donné aux petits copains. Oui, ils ont mangé de l'argent. On a remis de l'argent à ceux qui ne devraient pas en avoir. Le programme plantain est tombé en ruine. Est-ce que nous savons que les projets PACA, il y a les projets PACA qui ont l'argent, mais il n'y a rien foutu. Le président, il y avait, le ministère de l'Agriculture était mélangé avec celui de l'élevage. Parce que l'agriculture rime avec l'élevage. C'est-à-dire que vous parlez de la matière première, effectivement. Quand on va fabriquer la bière que nous aimons boire, on va aussi fabriquer la provende des porcs de la volaille. Vous comprenez que quand je parle des ministres guerriers, il faut qu'on ait des ministres guerriers. Et c'est pour ça que je continue de croire que le président doit sévir, ça dit qu'avant la fin du mois de janvier, pour faire un remaniement global. Comprenez? Il n'est pas tard. Il n'est pas terminé en 7 mois. Non, c'est pas le remaniement. S'il vous plaît, ce n'est pas le remaniement qui résout toujours un problème. Il y a eu tellement de projets qui ont été montés. Le projet PACA, le projet PITMA, tous ces projets-là qui sont logés au ministère de l'Agriculture là, ont servi à quoi ou servent à quoi? Projet banane plantain, comme disait Émile Messi. Présentement, ACFA même qui est fini. Non, c'est en cours. Non, ACFA. Ils sont en train de faire l'évaluation en cours. Le programme ACFA dont vous parlez. Il y a eu le PATFA et tout ça. Je connais un peu bien. Bon, vous continuez à citer tous ou on va retenir simplement que ça va marcher. C'est pour une carrière, Rosalie. C'est un homme qui les hommes incarnent. Il y a eu peut-être la volonté politique, mais des personnes qui devraient le faire, voilà. Des personnes indiquées. Et alors quoi? On le manie. Pendant le PACA. On change. Le PACA, on subventionne, la Banque mondiale subventionne, les gens peuvent être à 15, 20, 25 millions. J'en ai fait des programmes, j'ai travaillé avec les gens du PACA, des personnes qu'on a subventionnées qui n'ont jamais fait le travail destiné à la subvention. Vous êtes censé créer un champ de maïs, un champ de bananes plantain. Vous avez reçu 5, 10, 15 millions, mais le temps d'évaluation. J'ai mené une étude de suivi évaluation du projet PACA et du projet PITMA. Mais sur le terrain, je me suis rendu compte que les bénéficiaires n'avaient rien à voir avec les réalisations sur le terrain. Voilà des choses qui handicapent même peut-être le processus d'impôt-substitution. Et donc, on conclut en disant que quand le ministre qui est là n'est pas même de contrôler, on le change. D'accord. On va vous faire parler quelques téléspectateurs après toutes ces réflexions. Mais si nous ne consommons pas ce que nous produisons parce que notre production est insuffisante. C'est Céline qui nous écrit, Odile Yogo, et qui est également connectée, écrit l'heure c'est l'heure. Bravo Rosalie. Voilà le crack qui est sur le plateau sans la mama du peuple. La mère de Rosalie. Vous allez toujours penser à Bernard Djonga, à la mama et au crack qui avait proposé de développer le Cameroun en 5 ans avec l'agriculture et l'élevage. Bravo le crack ne périra jamais tant qu'on aura la vie chère, ça c'est clair. Vous allez nous penser
Tant qu'il y aura d'économie, il y aura d'économie d'échelle, les produits locaux seront malheureusement plus chers que les produits importés. Émile Messi, les agriculteurs en Europe ne sont pas riches. Ils sont sous perfusion des subventions étatiques. En Europe, ce sont les distributeurs ou les supermarchés qui sont vraiment riches. Ce sont eux qui imposent aux agriculteurs le prix de vente de leurs produits. Je vis en Belgique et je sais de quoi je parle. Moi, je prends un pays Autre comme les réaction à la chute du régime est inévitable si rien n'est fait. Émile Messi devient lucide. C'est à applaudir hein, et peut dire une partie de vérité. Donc, il y a quelqu'un qui applaudit Émile Messi ce soir et qui dit Émile Messi peut dire la vérité en direct, c'est compliqué. Autre réaction enregistrée ce soir. Waouh, quelle détermination teintée d'élégance dans une tenue d'été par ce temps de canicule dans la cité Ongole-Ondo. Le Nkunkuma Émile, grand évêque, lui aussi dans un vestimentaire royal d'été, il a dû rajeunir comme le nomme Guy, my dear brother Kungaba, tout éclatant et souriant. Je m'interroge. Happy New Year, Rosalie, qui admire l'aristocratie vestimentaire de Sambou, portant de nouvelles du temps passé pour le Kunkuma Émile, qui est le plus adulé sur le plateau ce soir. Raphaël Ndougou, le digne fils d'Etoudi, et le petit-fils Ebumboum, sur ma montagne sacrée du côté de Mvorada. J'attends avec détermination ma bouteille de vin rouge longuement promise en 2024. Import, substitution, un véritable paradoxe posé par les politicatrons incapables de penser le développement agricole pour se comporter en de BMC-Lam à tuer les pauvres commerçants. Quand vos vastes terres arables sont exploitées par des étrangers, y compris les hauts dignitaires du rassemblement des pantouflards à poser des conneries sur le plan nutritionnel, comment voulez-vous que nos pauvres mères en zone rurale et travaillant avec la DABA puissent rivaliser avec ceux-là dans une mécanisation intense? Je n'oublie pas les pistes en piteux état dans un environnement précaire au niveau de l'énergie et de l'eau pour transformer nos produits champêtres. Le Made in Cameroun est un véritable serpent de mer, mais vous verrez des dignitaires militants du Grand R dans de vastes exploitations agricoles qui vont vers l'extérieur. Malchance. Le scénario lugubre nutritionnel du boulevard du 20 mai montre que les citoyens sont dans la précarité alimentaire et financière, la honte. Et c'est bien entendu Thomas Massok qui nous écrit ce soir. Bonsoir, c'est Amadou Tanko depuis le nord de Garoua. Pour moi, c'est le manque de volonté de la part des autorités camerounaises à accompagner les producteurs locaux et favoriser les hommes d'affaires et s'enrichir et partager le pot de vin et laisser la population mourir de faim. Et c'est le cas des rangs observés au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Ce rang est une honte pour l'image du Cameroun en 2025. Autre réaction, bonsoir le panel. Les importateurs peuvent bien faire la production dans le pays, mais le véritable problème du pays, c'est le gouvernant, la fiscalité, le foncier, la dilapidation, l'embouteillage administratif avec l'expression ma bouteille d'eau, ma bouteille de gâteau, ma part de gâteau, mon pourcentage, le rogérisme depuis l'arrondissement de Ina dans le maillot Tianaga qui nous écrit ce soir. Autre réaction, bonsoir Rosalie, je suis tout à fait d'accord avec monsieur Émile Messi. Jadis à l'école publique Enya de Nkonsamba, nous cultivions du maïs aux heures de TM et par la même occasion nous apprenions le goût de l'effort. Toutefois, les programmes mis en place par l'État pour aider les jeunes à entreprendre ne sont pas accessibles à tous, tellement il y a des restrictions et des goulots d'étranglement. C'est Laurent Bassi qui nous écrit, on va du côté du Gabon. Ce soir, bonsoir Rosalie, mais je ne comprends pas ces RDPcistes. Le président d'un pays ne fait pas des constats, il trouve des solutions et il ne peut pas nommer Émile Messi s'il est incompétent, donc il doit nommer ceux qui sont compétents. Ces gens depuis Libreville au Gabon qui nous écrit ce soir. Bonsoir Rosalie et bonne année à ton riche panel. Merci beaucoup de nous édifier. Surtout Émile Messi du RDPC et bravo à lui car il est en train de toucher là où il faut. Mon frère, démissionne-toi du RDPC. Là, tu nous rejoins à l'opposition et on chasse ceux qui ne sont incapables
D'accord, c'est Oumarou depuis Garoua qui applaudit tes prises de parole ce soir. Bravo Émile Messi. Bonsoir Rosalie, c'est Benjamin Nouka de l'AFP, le parti dit de l'opposition, qui écrit ce soir. Bonsoir Rosalie, à ton panel. Vraiment, les hommes d'affaires du Cameroun sont capables d'une condition. Sont capables à une condition. Les impôts ne lâchent personne. Il y a des subventions qui gèrent actuellement. Le riz au sac rouge se vend au boulevard à 15 000 francs, le sac de 50 kilos. Quelle est la provenance de ce riz? Nous, on veut savoir. Alex depuis Monti. Bonsoir Rosalie et au panel. Émile Messi est le meilleur panéliste aujourd'hui. Ndougou égal à lui-même. Le panel confirme que nous sommes tous dans la merde au Cameroun, hein. RDPC, SDF et autres, on est ensemble ce soir à Teba, depuis Nkwabang, qui nous écrit ce soir, qui dit au moins que le problème de famine nous rassemble tous et que vous êtes tous lucides et logiques sur ce plateau ce soir. Bonsoir petit ange du micro de Camdis TV, tu es un nuage de nectar et un vrai petit volcan en pleine ébullition, je t'adore. Bonsoir à tes illustres invités. J'ai suivi le maire Le Belniek employait ta formule sur un autre plateau en disant avant l'heure ce n'est pas l'heure, après l'heure ce n'est pas l'heure, l'heure c'est l'heure. Il répondait à une question sur les propos tenus par Emmanuel Macron. Dis-lui que le Mumba de Kribi a congossé sur lui lors de son prochain passage sur ton plateau. C'est tout, bisous, bye. Merci beaucoup Lumumba d'être là ce soir. Je le lui dirai même avant son prochain passage. Salut à vous tous et surtout à monsieur Sambou, c'est votre élève Bakali. Je vous suis depuis ma maison. C'est ça l'avantage avec cette émission. Bonsoir madame. 2 départements dans l'extrême nord peuvent nourrir le Cameroun. Le Logon et Chari et le Mayo Danaï. Dans le département du Mayo Kani, le riz produit de ce côté sont vendus au Nigeria. N'en parlons pas de la région du Nord. C'est Bernard qui nous écrit depuis Ngaoundéré, qui nous dit que le riz produit dans cette zone, qui est pourtant en quantité, est vendu de l'autre côté de nos frontières. Bonsoir Rosalie, à votre panel. L'impôt substitution au Cameroun est une stratégie qui peine à se concerter en raison de nombreux problèmes. Les principaux obstacles sont 1. Le manque d'infrastructures de base, route, électricité, eau, dans les localités. 2. La faiblesse des industries locales qui ne sont pas compétitives. 3. Le manque de financement pour les entrepreneurs locaux. 4. La corruption et la bureaucratie qui entravent les initiatives économiques. 5. La dépendance à l'égard des importations qui limite la croissance économique locale. Pour réussir l'import-substitution, il est urgent de résoudre ces problèmes et de mettre en place des politiques favorables au développement économique local et tout ira bien. C'est qui nous fait ce message pourtant magnifique? Bon, il n'est pas signé ce message d'un Camerounais pourtant très 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 inspiré. Est-ce que je vais lire tout le monde? Je ne suis pas sûre. Bonsoir Rosalie. Arrêtez de vous moquer de l'intelligence des Camerounais. Quels sont les prérequis qui sous-tendent la politique de l'impôt-substitution? La première et l'incontournable, c'est l'énergie. Où en est-on avec la politique d'énergie du Cameroun? Après les 3500 milliards de dettes contractées dans ce secteur au regard du déficit CRIA observé. C'est M. Zigli qui pose la question. Bonsoir Madame Guesselet et bonne année à toi et à ton panel. C'est un slogan vide, cette affaire d'impôt-substitution. Comment parler d'impôt-substitution dans une situation où l'accès à la terre est quasi impossible? Le prix d'engrais hors du prix. On manque d'électricité, de route. C'est Gabriel qui nous écrit depuis Yagua, justement ce soir. Bonsoir Tata Rosalie, tout ce que les Camerounais produisent coûte cher. Allez acheter le riz camerounais à Ngousso, aller voir les prix. L'État doit accompagner les Camerounais de manière à les rendre plus productifs. Les slogans creux ne marchent plus. Rosalie, où sont les terres où on va cultiver? Les grands ont tout pris, on est fatigué. C'est Ongene qui nous écrit depuis Yaoundé, du côté de Mimboman. On prend un dernier message et puis on va jouer de nos 3 minutes pour le prochain sujet. Bonsoir ma fille Rosalie, je profite pour te souhaiter bonne et heureuse année 2025, beaucoup de courage et de bonne santé, surtout pour l'argent.
Je veux que tu aies l'argent. Un seul mot, travaille toujours comme je t'avais connu depuis LTM Télévision. Maintenant, concernant le thème d'aujourd'hui, l'impôt substitution au Cameroun est une bonne chose pour tous les contribuables. J'ai dit parce qu'on voit encore les gens d'impôts en train de sceller les boutiques pour cause d'impôts. Je me demande quel impôt peut-on demander à un contribuable alors que l'impôt est déclaratif en ligne. Je voudrais dire que nous, dans un pays où rien n'est suivi, de même pour les édifices publics, manque d'entretien, on a un problème. Jean Calvin depuis la ville de Douala, du côté de la cité SIC. On va s'arrêter là. Juste une petite transition et on joue du temps qui nous reste pour parler du prochain sujet. Vous êtes toujours sur Cam10 Télévision, l'émission bien entendu, c'est l'heure entre 17h et 18h30, nous sommes ensemble là. Et comme j'aime bien à le dire, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est pas l'heure. L'heure c'est l'heure et nous sommes en plein dans l'heure et on va parler bien entendu de ces whisky en sachet. La bonne nouvelle est venue du côté du maillot d'Anaï, je démarre de l'autre côté, est venu du maillot d'Anaï, monsieur Franklin Sambou, le préfet a dit plus de vente de whisky, de ces whisky en sachet, de tout ce qui paraît dangereux pour la santé des populations. On est fatigué de les voir ressembler, c'est son expression, à des zombies. Et pour lui, il faudrait qu'on arrête. Et il a décidé de livrer une guerre. Pas possible à ces boissons alcoolisées dangereuses, d'après lui, pour la santé des Camerounais. Ma question, elle est très simple. Pourquoi on ne peut pas dupliquer cette décision dans l'ensemble du triangle national lorsque l'on sait que même le ministre de la Santé a annoncé que ces boissons étaient dangereuses pour la santé et qu'on a essayé de proroger la date de sortie de ces produits du marché pour contenter les commerçants. Est-ce qu'il n'est pas temps de frapper radicalement dans le vif et puis trancher court et nous débarrasser de ces boissons? Rosalie, c'est une bonne mesure prise par monsieur le préfet du Mao Danaï, le préfet Ndongo. Je pense ce matin à la CIA TV, il était l'invité du 6h au poste national de la CIA TV. C'est une mesure qui a été interdite, je crois, depuis il y a 3 ans ou 4 ans au Cameroun. C'est la preuve d'un laxisme que nous vivons dans notre pays. Parce que en pompe, on avait annoncé le whisky en sachet, on ne doit plus voir. C'est bien quand le préfet du Mao Dana interdit dans sa circonscription administrative. C'est bien pour là. Mais on l'avait déjà fait depuis fort longtemps pour tout le Cameroun. Pourquoi est-ce que ça se retrouve uniquement maintenant dans le maillot d'Anaï? C'est un produit, même en dehors du fait que cette interdiction est salutaire au regard même de la qualité douteuse de ces produits, de ces whisky en sachet. Déjà, ça coûte combien? 100 francs, 50 parfois, dans certaines localités, certains les appellent le biberon, le biberon, parce que c'est là. Et vous allez voir quelqu'un qui avait 500 francs, il a consommé ce whisky en sachet et il est incapable de travailler, il est incapable d'avoir un bon rendement. Maintenant, en dehors même de l'interdiction du whisky en sachet, à travers cela, il faut même réguler la consommation de l'alcool, parce que ce n'est pas seulement le whisky en sachet. Nous pensons que derrière cette mesure-là, il faudrait aussi réguler la consommation de l'alcool, parce que on peut interdire le whisky en sachet, c'est vrai, mais si celui-là qui se retrouve autrement, il consomme autre chose qui n'est pas whisky en sachet, mais qui est toujours l'alcool, peut-être c'est douteux, et ça draine des comportements, ou alors qui ne tiennent pas. Moi, je pense que c'est un véritable problème. L'interdiction ne doit pas seulement se limiter au maillot d'Anaï. Parce que si nous prenons, par exemple, nous sommes, parce que c'est un peu trouver le maillot d'Anaï, nous, par exemple, on a la chance d'avoir travaillé ou alors fait des activités au maillot d'Anaï, à Yagua, à Doukoula, à Kalfou. Si nous prenons le maillot d'Anaï, par exemple, comme le Fundi, on interdit la consommation du whisky en sachet dans le Fundi. Vous le consommez, au niveau au carrefour de l'amitié. Le carrefour de l'amitié, c'est encore le Fundi. Mais du moment où vous vous retrouvez en Kouaban, c'est déjà
la Mefou et Afamba. Vous voyez donc que le bonhomme qui était interdit de consommer ce whisky en sachet au niveau du carrefour de l'Amitié, quelques 1 kilomètre après, il peut le consommer. Donc du coup, le limiter uniquement au maillot d'Anaï, pour vous, ça ne suffit pas. Nous pensons que le MINAT doit récupérer cette initiative du préfet du maillot d'Anaï pour rendre cela opérationnel au Cameroun et relancer cette interdiction qui fait l'objet au Cameroun depuis à peu près 2 ou 3 ans aujourd'hui. Bien entendu, je sais de vos minutes, Monsieur Lionel Kongaba, pour donner votre regard sur ce sujet d'actualité. Oui. Je crois que lorsqu'un ministre parle dans un pays, ça doit être une parole d'autorité. Ça doit être un veto. Ça doit être quelque chose dont les gens ont peur. Vous ne pouvez pas être ministre, vous prenez votre bic, vous signez qu'à telle date, on va arrêter la vente du whisky en sachet au pays. Après cette date, vous revenez, vous reportez la date sans justifier, sans dire aux Camerounais pourquoi est-ce que vous avez reporté la date. On a dit qu'il y avait pour une deuxième fois. Vous le faites encore pour une deuxième fois. Entre-temps, on voit les nouveaux sachets. Ce n'est même plus les anciens qui étaient sur le marché. On voit les nouveaux apparaître sur le marché. Vous comprenez ça? Pendant cette période. Ça veut tout simplement dire que les importateurs sont allés voir ceux qui sont censés les interdire d'importer. Ils ont donné ce qu'ils ont à donner et on les laisse importer. Le préfet du maillot d'Anaï se soucie de la population de sa circonscription de commandement. Nous les politiciens on dit toujours électoral. De sa circonscription de commandement. On ne peut pas ici avoir une population qui s'affaiblit. Lorsque les services de renseignement vous donnent des statistiques de rendement de vos populations, ça remonte jusqu'à ce que ça arrive au président de la République. Lorsque vous avez un préfet et que les statistiques de rendement de vos populations ne sont pas bonnes, vous faites des enquêtes et que vous vous rendez compte qu'une majeure partie des jeunes, surtout ceux qui sont sur des bearskins et qui font l'objet des accidents au quotidien, on fait des enquêtes et on se rend compte que c'est des sachets qu'ils prennent. En dehors des sachets, il n'a pas uniquement interdit les sachets, il a interdit tout type de boisson à qualité douteuse. Ça veut dire, vous voyez souvent des bouteilles de whisky très grandioses là, positionnées à côté de la route, on a écrit sur ça 1000 francs, 2000. Vous posez la question de savoir comment une bouteille de whisky de 2 litres, 1 litre et demi peut coûter 2000 francs, 3000. C'est tous ces types de boissons qui ne sont pas bonnes pour la consommation et pour la santé des populations de cette circonscription sont interdites. On veut voir des chefs de ces différentes circonscriptions administratives prendre des décisions sur plusieurs choses qui sont interdites, pas seulement ces boissons frélatées. Tout à fait. Il y a des circonscriptions administratives dans le septentrion où les enfants sont addictés à la colle forte. Ils sont là chaque jour. Vous ne pouvez pas voir un enfant sans une bouteille plastique en main et la colle forte à l'intérieur. À Yaoundé, nous le voyons. Nous avons vu les gens tourner les clips avec les enfants de la rue avec ces bouteilles à la main. Quel est le message qu'on passe à travers ces clips-là? On pense quand même que dans un pays, il doit avoir des structures de régulation. Ces structures-là existent. Mais quel est leur rôle? Quel est leur travail? Le ministère du Commerce, la douane camerounaise, vous faites comment pour que ces choses-là puissent traverser le port pour entrer? Le ministère du Commerce, vous êtes censé être sur le terrain pour contrôler boutique par boutique. Non, votre rôle c'est de venir voir si on n'a pas affiché le prix, vous vous arrangez à ce que, allez, on vous donne quelque chose, vous sortez, vous partez. Vous vous en foutez de la qualité de ce qu'on nous vend. Nous avons vu dans les reportages, nous avons les usines de fabrication des boissons importées que vous aimez bien, celles de bouteilles vertes, je ne voudrais pas faire la publicité ici, que vous aimez bien, qu'on voit chaque fois des gens, quand ils disent non, moi je ne consomme pas vos histoires des brasseries là, ils sont là. Mais on a vu comment les gens fabriquent ça dans leur magasin. On a vu les grandes marques de whisky dont nous adorons, nous consommons et nous achetons très cher dans des espaces fabriqués au quartier. Donc il y a lieu que ceux-là qui sont censés réguler. Et vous voyez, ces gens vendent ces whisky-là au vu au su de tous.
J'ai rencontré un monsieur, je vais vous raconter une anecdote. J'ai rencontré un monsieur au niveau de Madagascar avec un pouce-pouce la nuit. On était dans un snack. Qu'est-ce qu'il fait? On entasse les bouteilles de cette bouteille verte dont je vous ai dit. On dépose dans un carton, il vient, il donne quelque chose au videur, il porte, il verse dans le pouce. J'étais curieux, je suis sorti. Je me suis rendu compte que le monsieur avait plus de 1000 bouteilles dans le pouce. Je lui ai demandé c'est quoi? C'est pour faire quoi ces bouteilles? Vous voyez que c'est pour aller, c'est pour aller fabriquer. Et c'est au vieux sur de tous. Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter cette chaîne-là? Il faut le dire. Dans un pays, lorsqu'on veut voir sa jeunesse explorer, lorsqu'on veut voir sa jeunesse grandir, lorsqu'on veut voir sa jeunesse progresser, on essaie de réguler toutes ces choses-là. Vous savez, l'alcool abrutit. Et un certain nombre de personnes sont contentes de voir que une classe des populations camerounaises qui sont censées revendiquer, qui sont censées travailler pour le changement, sont abrutis par ces choses-là. Le jeu de hasard, l'alcool et bien d'autres. Émile Messi. Oui, je crois que c'est mon sentiment. Hein. La mesure du préfet du maillot d'Anaï, pour moi, ressemble à un coup d'épée dans l'eau. Est-ce qu'il voulait aussi qu'on parle de lui? Pourquoi? Parce que je m'interroge sur l'efficacité du respect de cette mesure. On l'a rappelé ici que les whisky en sachet même avaient déjà été, ou la production ou la vente avait déjà été interdit il y a des années. Mais ça n'empêche que ça circule allègrement. Je représente régulièrement mon association dans le Comité national de lutte contre les drogues dans ce pays. Cette affaire de whisky, de drogue, ça a été évoqué ici. Ça marche de pair. Les stupéfiants, là, le chanvre indien, et tous ces enfants-là. Vous voyez, ça marche, ça va de pair. Et c'est dans des circuits bien identifiés, bien connus. C'est pour ça que je me pose la question du préfet. Comment il va faire? Pas plus tard qu'hier, j'étais à un garage ici à Mbogada. Je suis allé m'asseoir quelque part. J'ai vu sur la table beaucoup de sachets posés là, que je n'avais jamais vus. Je pose la question, c'est quoi? On dit que non, c'est des whisky en sachet. J'étais éberlué. J'ai dit, c'est préoccupant quand nous disons ces histoires-là. C'est parce que notre jeunesse, effectivement, est en danger. Ouais. Et moi, parce que nous avons passé de temps, il n'y a pas meilleure manière. Lionel l'a dit tout à l'heure. Il faut arrêter cette affaire dans des circuits de production. Si on veut vraiment en finir. Au commencement, le whisky, c'était des boissons de prestige. C'est une certaine classe qui consommait le whisky dans des conditions idéales et favorables. D'où vient-il que ce whisky est banalisé dans les sachets et à la portée de tout le monde? C'est préoccupant et on ne peut pas construire une nation avec une jeunesse bousillée par la drogue et toutes ces choses-là. C'est inadmissible. On va dire que félicitations au préfet, mais pour quelle efficacité? Moi, je m'interroge. Parce que même dans le fond de nos villages, ça se consomme. Je vous ai dit tout à l'heure là que la bière fait pratiquement rare dans les débits de boissons aujourd'hui. Mais ces sachets-là circulent au village encore, c'est grave. Donc pour dire que, encore moi j'interroge encore les forces publiques. Parce que notre santé, notre avenir encore dépend de l'État. Il n'y a pas mieux. Ouais. Si c'est importé au niveau de la douane, il faut arrêter. Si c'est produit localement, il faut traquer les producteurs de ces choses-là. Et puis, nous serions en sécurité. C'est clair. Aussi simple. Raphaël Ndougou, pour sortir de ce sujet. C'est clair que si on veut soigner l'abcès, il faut percer. Si on administre le traitement posant sur l'abcès non percé, on n'a pas résolu le problème. C'est une vieille affaire. Des ministres, ce n'est pas un seul. Ils ont fait une sortie par rapport à ces whisky. À un moment donné, on a même pensé que, ok, si l'usine s'y est bien reconnue, avec les experts de la Nord qui arrivent là pour vérifier que la matière première, tout est bon, et qu'on veuille réduire pour le petit Camerounais, que l'on nous rassure
Vous ne pouvez pas avoir un sachet qui est écrit tombeau. Les gens nous ont ça au quotidien. Nous qui vivons à Douala, les Bensikineurs, sans les stigmatiser, ils en ont parce qu'ils veulent rester en forme. Et l'autre côté que nous avons évoqué tout à l'heure, c'est la contrefaçon que l'on nous impose au quotidien. On préfère faire une sortie pour les whisky. Même les biens que nous aimons consommer. Quand Émile parlait de la rupture ou alors du manque de biens même, il y a des bandits camerounais qui tuent les gens au quotidien, mettant même du chanvre indien dans leurs produits. On allait montrer des usines d'une autre manière dans les quartiers. Et il faut véritablement aller dans la bataille contre ces Camerounais-là qui tuent les autres. Mais moi, je pense que, honnêtement, ce n'est pas compliqué. Il suffit de fermer, tout le monde l'a dit, le robinet. On n'aura plus tout cela. Maintenant, il y a autre chose. Quand les gars ont ce qu'on appelle caillou, il paraît que caillou, le gramme coûte cher. Donc, maintenant, tout ça pour nous mettre dans les consommations. C'est pour ça qu'il faut aussi qu'on soit nous-mêmes sérieux. D'abord, dans leur fibre familiale, nous devons éduquer nos enfants, d'abord avant que les enseignants prennent le relais. D'ailleurs, c'est la communauté éducative. Parce que quand les petits-enfants tombent aujourd'hui, vous connaissez le phénomène des microbes à Douala. On se demande, les enfants de 17 ans font quoi en route avec les machettes? Avec quel courage? Mais nous pensons honnêtement que c'est nous-mêmes les parents qui devons prendre le bâton de pèlerin. Et aussi les pouvoirs publics qui ont le bâton de commandement. Je vais sortir par ce que vous avez vécu ici à Yaoundé avec la chicha. Vous avez vu que les policiers sont allés bagarrer dans un Sénat avec la chicha. Vous avez suivi la sortie qui du gouverneur, qui du MINAT, etc. On a dit que tel n'a pas besoin d'aller, tel n'a pas l'autorisation d'aller contrôler. Finalement, si nous avons nos FMO qui peuvent à tout moment constater que telle chose ne va pas bien, cette chicha-là, c'est la drogue pure et simple que nous impose au quotidien. Même vous, nous, les non-fumeurs, quand vous êtes dans un snack, vous êtes là, le fumeur de chicha vous impose sa fumée, mais nous sommes obligés d'accepter parce que quand les FMO s'interposent, on nous amène donc des articles que tel doit faire ceci, tel doit faire cela. Nous allons de qui sont montons. Vous comprenez donc que Émile Messi, et nous tous ici ensemble, nous disons que le bâton de commandement est tenu par les ministres, les gouverneurs et tout ce beau monde-là. Vous n'avez pas besoin de nous montrer ce spectacle-là. Et nous venons nous démontrer que article tel dit que c'est tel qui doit faire ça, tel qui doit faire ça. Agissez. Il faut véritablement des ministres guerriers. J'insiste là-dessus. Ce n'est peut-être pas pour vouloir dénoncer le chef de l'État, mais si le chef de l'État fait un remaniement avec des ministres guerriers, j'en suis convaincu que même l'opposition va dire, mettons-nous ensemble parce qu'il vient de nous démontrer qu'il est un sage. Ça va Bonsoir à vous sur le plateau. Ce phénomène de vente ne veut pas et ne pourra pas s'arrêter au Cameroun. Que fait l'État contre cela? C'est Elie Antoine qui nous écrit depuis Yaoundé. La maison de production des liqueurs, c'est Fermancam. Voilà par où commencer. Lorsque vous irez bien fouiller, de ce côté-là, ça ira. Bonsoir, ma Rosalie chérie. Pardon seulement. Que le gouvernement laisse les sachets là en paix. Pardon. Voilà Grand Bara qui est star aujourd'hui. C'est Josiane depuis Colmessin qui réussit à nous arracher un sourire sur ce plateau. Bravo, Messi. Je m'interroge du revirement. Pierre depuis Cotobloc qui nous écrit du côté de Douala. Bonjour, des jeunes ne sont plus productifs et meurent de leur cirrhose de foie à cause de ces soi-disant whisky. Voilà qu'ils ont pris bien soin de mettre cela à la portée de tout le monde, sachets de 50 et 100 francs. Même les grands noms, les autres whiskies sont fabriqués derrière nos cases désormais. C'est Jean-Paul qui dit il faut faire quelque chose. Bonsoir Rosalie à ton panel. Le ministre qui a interdit le whisky, c'est Bello Bouba Maïgari. Non. C'est une erreur. Imaginez depuis combien de temps. Entre-temps, il y a eu innovation. On a whisky tombeau, whisky lait. C'est vrai qu'à son temps, le combat avait commencé. Et puis, whisky tombeau, whisky lait, whisky double fond. Les mototaximens en font des biberons et des sucettes. Rosalie, ceux qui sont à la frontière du maillot d'Anaï iront boire à côté et vont saouler dans le maillot d'Anaï. Donc, contourner la loi, c'est notre exercice au quotidien. Bravo, Émile Messi, et bonsoir à toi. C'est Ateba depuis Nkwaba.
Le whisky en sachet est une menace pour la santé des jeunes au Cameroun, entraînant des problèmes de santé, de sécurité et de comportement. L'État doit prendre des mesures pour réguler la fabrication et la vente de ce produit et protéger la santé et la sécurité des jeunes. C'est Man Vogefa qui nous écrit. Je ne pourrais pas lire tout le monde, je suis désolée. Je sais que vous êtes très nombreux à réagir, hein, mais je ne pourrai pas malheureusement. Le temps imparti à cette émission est déjà arrivé à son terme. L'interdiction, c'est le tout dernier. L'interdiction de la vente du whisky en sachet ici à Yagua est une bonne chose. Mais je me pose la question, les usines de fabrication se situent où? Pour arriver dans le maillot d'Anaï, ça transite par où? À côté. Dans un environnement où tout le monde est noyé dans la corruption, c'est un coup d'épée dans l'eau. Car le maillot d'Anaï, c'est 11 arrondissements et des milliers de villages. Dans les centres urbains, ça peut se faire, mais dans les zones rurales, il fera quel miracle pour assainir? L'initiative en elle-même est louable, mais son applicabilité et son efficacité relèvent de l'utopie. C'est Gabriel qui nous écrit justement depuis Yagua. Merci à vous quatre d'avoir été là ce soir. Merci Émile Messi. Merci à toi Franklin Sambou. Merci à Lionel Kungaba et bien sûr à mon ami personnel Raphaël Ndougou. Merci. Tu vois, je reconnais mes amitiés à mon ami. Merci à Fabrice Amvama qui m'a réalisé ce soir, à Edimo qui était au niveau du son en face de moi. J'avais Géraud, voilà, je le vois. Donc j'ai Géraud. Et bien sûr, mon cher Junior Rim, qui reste et demeure mon community manager à l'heure de cette émission. On se donne rendez-vous avec le même bonheur demain lorsqu'il sera à 17h. Le journal en anglais, c'est à 19h. Le journal en français, c'est à 20h. Vous faites bien de rester sur Cam10 Télévision, la télévision républicaine. Nos émissions se poursuivent. L'horloge tourne. À demain.